Très content d'être parmi vous aujourd'hui et merci à l'association AMPSO pour m'avoir invité. Aujourd'hui, on va débattre autour d'un sujet très important en sexologie, c'est la dépression masquée par des troubles sexuels. Moi, je suis praticien dans un cabinet, donc je vais être très pratique et je ne vais pas m'adresser aux professeurs, mais plutôt aux jeunes médecins, aux généralistes et aux autres spécialités en dehors des psychiatres, peut-être. Alors, pour faire simple, vous voulez traiter ou diagnostiquer une dépression, c'est très simple. Vous vous posez deux questions. La première question, monsieur, madame, est-ce que vous vous sentez triste? La deuxième question, monsieur, madame, est-ce que vous perdez de l'intérêt et du plaisir à ce que vous faites? S'il vous répond oui, vous passez à la troisième question, est-ce que vous avez besoin d'aide? Les dépressions, en général, comme celle-là, est très facile à diagnostiquer. Mais il y a des dépressions qui sont masquées parfois par un masque léger, un masque orné, comme celui des carnavals vénitiens. Mais il y a des dépressions qui ne sont pas masquées, mais cagoulées, carrément. Ils sont cachés par un masque très épais qui couvre toute la tête. Et ces dépressions, ils sont assez graves. Surtout, je me rappelle d'une patiente que j'ai vue très souriante et qui s'est suicidée le lendemain. Et ça, peut-être cette patiente qui s'est suicidée par pendaison était une dépression que j'ai pas pu démasquer, vu l'intérêt de ce congrès aujourd'hui. Alors, en guise d'introduction, je dirais que les dépressions masquées, c'est une forme de dépression où les symptômes psychologiques passent inaperçus, laissant place à des manifestations sexuelles. Alors, les troubles sexuels comme symptômes initiaux, ça veut dire que le patient vient vous voir pour une dysfonction sexuelle. Docteur, j'ai une baisse de libido, une anorgasmie, une dysfonction sexuelle. C'est un défi clinique et diagnostique, une difficulté pour le clinicien pour reconnaître une dépression sous-jacente. Mais il a un impact sur la qualité de vie. Si vous sous-diagnostiquez cette pathologie, le patient va s'aggraver et va souffrir toute sa vie. Et vous savez que la dépression, il baisse l'espérance de vie selon les études entre 7 et 11 ans. Et ceci à cause des suicides, mais aussi à cause des comportements à risque, le tabac, l'alcool, la sédentarité, et aussi par la comorbidité avec d'autres pathologies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Ici, je vous ai apporté une étude, c'est une étude bidirectionnelle de l'association entre dépression et dysfonction sexuelle. C'est une étude qui a été publiée en 2012 et qui a concerné à peu près 15 000 patients. Il a rassemblé, c'est une méta-analyse qui a rassemblé 12 études. Ces patients, ces 15 000 ont été suivis selon les études entre 1 à 11 ans. Et l'objectif de l'étude, c'était de savoir est-ce que une dépression prédit une dysfonction sexuelle ou, contrairement, inversement, un dysfonctionnement sexuel prédit une dépression. Il y a un rapport de cote, c'est l'OD en anglais ajusté. C'est quoi ajusté? On a enlevé toutes les autres causes. Ça veut dire le diabète et autres, on a laissé que la dépression et le symptôme sexuel. Et on a abouti à ce que vous voyez devant vous. Il y a une augmentation de risque de 61%
71% de passer d'une dépression à un dysfonctionnement sexuel. Au contraire, un dysfonctionnement sexuel, si vous avez un dysfonctionnement sexuel, vous avez une chance de 212% de faire une dépression, ce qui est énorme. Ça veut dire, moralité de la chose, devant toute dépression, il faut chercher un dysfonctionnement sexuel, et devant tout dysfonctionnement sexuel, il faut chercher une dépression. Ce qui rend pour moi ma présentation, le masque, il est léger, ce n'est pas un masque difficile comme les autres pathologies. Sur cette étude qui est plus récente, en 2022, il a étudié la prévalence des troubles sexuels chez les gens déprimés. Alors, les champions, ce sont toujours les femmes. On a plus de 80% de faire un dysfonctionnement sexuel si on est déprimé. Pour les hommes, ça dépasse les 60%. Le premier qui apparaît, le premier symptôme, c'est le trouble du désir chez les femmes et également chez les hommes, suivi de l'excitation chez la femme et de l'orgasme chez les hommes. Il y a deux mécanismes physiopathologiques. Pourquoi il existe cette relation didactique entre la dépression et le dysfonctionnement sexuel? C'est à cause des mécanismes biologiques et des mécanismes psychologiques. Le déséquilibre des neurotransmetteurs, surtout en sérotonine, va perturber la libido. La dopamine va perturber le plaisir. Il y a aussi le système endocrinien. Par le biais de stress, on a une augmentation du cortisol qui va faire baisser la testostérone, donc réduire le désir sexuel. Le flux sanguin aussi, par l'activation du système sympathique qui va donner une vasoconstriction, donc diminuer le flux sanguin dans les appareils génitaux, donc donner à la langue des troubles d'érection et de lubrification. Les mécanismes psychologiques, c'est la perte d'intérêt. Quand on est déprimé, on perd l'intérêt d'entamer n'importe quelle activité, et ça va de soi, l'activité sexuelle. L'anxiété de performance, on a une faible estime de soi en étant déprimé, on va culpabiliser et ça va entraîner une anxiété de performance qui est un échec à entamer ou la peur d'avoir un rapport sexuel. Le détachement émotionnel, cette difficulté à ressentir les émotions, cette anesthésie émotionnelle aussi. Alors, je vais, dans ma présentation, vous présenter deux cas. Alors, le premier cas, c'est un cas d'un homme, et le deuxième cas, c'est un cas de femme. C'est M. Hassan, 42 ans, avocat, marié depuis 10 ans, père de 2 filles. Le motif de la consultation, il a été envoyé par un confrère. Son couple battait de l'aile depuis 1 an. Le motif, c'était un désir sexuel quasi absent. Le dernier rapport sexuel, il l'a eu il y a 1 an et demi, imaginez-vous. 1 an et demi. C'était sa première rencontre avec un sexologue. Est-ce qu'il a déjà fait des tentatives de consultation? En fait, vous allez observer que la consultation en sexologie il diffère des autres consultations. Il est un peu particulière. On va s'attarder sur autre chose que la consultation somatique normale. Il n'a jamais consulté auparavant sur ce sujet. Il a essayé certains médicaments comme les aphrodisiaques et le sildenafil. Pas d'aphrodisiaque. Dans la pharmacopée, il n'y a pas la classe d'aphrodisiaque. C'est juste imaginaire. Un grand professeur nous a dit que le fait d'acheter du sildenafil et de le mettre dans ta poche, c'est déjà aphrodisiaque. Ce n'est pas la peine de le prendre. Donc, il n'y a pas de médicament aphrodisiaque. Alors, en sexologie, on s'attarde beaucoup sur l'identité, l'orientation. Donc, on fait une lecture corporelle.
L'apparence de ce monsieur était soignée, c'est un avocat, cravaté, costume, l'allure sportive, les épaules bien écartées, l'habillement et posture donnent une impression d'assurance et de masculinité. Sa santé mentale, c'est un monsieur qui gère son propre cabinet d'avocat. Il est responsable de la gestion financière, des employés, des stagiaires. Il a un bon attachement avec ses 2 filles. Alors, quand j'ai commencé à explorer son développement sexuel, il faut partir dans l'enfance. Je vous dis, je vous cache rien, une consultation en sexologie, c'est comme marcher sur un champ miné. Parce que c'est difficile, c'est tabou, vous entrez dans l'intime de la personne, il faut savoir poser des questions. Ce qui m'a rendu la tâche facile, c'est que j'étais un homme et lui un homme. Au Maroc, on a une phrase en darija qui est très facile, il vous dit « Bima annahu ibna wahid » et il commence à, je ne sais pas, entre femmes, est-ce qu'ils se disent la même chose. « Ibna wahid » c'est notre défaut, notre faiblesse, je ne sais pas. La sexualité est une faiblesse. Alors, il m'a dit « J'ai une dysphorie de genre ». Cette phrase, je l'ai mise entre parenthèses parce que c'est lui qui me l'a rapporté. Il ne faut pas croire aux patients quand ils vous rapportent un nom. Par exemple, ils vous disent, je ne sais pas, en neurologie, « Docteur, j'ai le syndrome d'Alice au monde des merveilles. J'ai le syndrome de Tello, j'ai le syndrome de Stockholm, j'ai le syndrome de Wernicke. » Il ne faut pas vous laisser appréhender par vos sentiments, vous allez vous sentir nul devant lui, mais prenez peut-être avec lui, on va voir, un ordinateur, si vous ne savez pas, ordinateur, on va voir, est-ce que vous avez ça. Alors je lui ai demandé, pourquoi vous vous dites que vous avez une dysphorie de genre? Alors dans ma tête, quelqu'un me dit dysphorie de genre, je pense, ça veut dire, devant moi il y a un masculin, un homme, ça veut dire que je veux penser, c'est quelqu'un qui se sent femme, ou il y a d'autres gens, il ne se sent ni homme ni femme, ou le troisième, il se sent homme et femme en même temps. Alors, pourquoi vous avez dit ça? Alors, il m'a dit, comme il était l'unique garçon parmi 3 filles, ils jouaient ensemble quand ils étaient petits. Alors les filles, ils s'amusaient à lui mettre des vernis à ongles, ils jouaient avec les poupées. Est-ce que ça suffit? Non, c'est une autodévalorisation du déprimé là. Je suis plus un homme, j'ai une dysphorie de genre, je ne suis pas capable de faire des rapports sexuels. Mais en poussant plus mon interrogatoire, quand il a grandi avec ses cousins, il jouait au foot, il jouait au cache-cache voleur, il jouait aux voitures électriques. Et ce qui corrobore mon hypothèse, c'est ses attirances à l'âge adolescent vers les filles et son attirance à un âge plus mûr pour les femmes. Donc, ce n'est pas une dysphorie de genre. Alors, la masturbation, ça c'est une question très importante. Les gens qui ne se sont jamais masturbés, ils ont toujours des problèmes sexuels. Une masturbation à l'adolescence, il a commencé à l'adolescence, et sa première relation, il l'a eue à 20 ans. Le vécu sexuel de couple. La relation, il y a une relation satisfaisante. Oui, au début, les relations étaient satisfaisantes, plusieurs fois par semaine, 2-3 fois par semaine, beaucoup plus au début. Baisse de l'appétit sexuel depuis 2 ans. Moins d'envie d'entreprendre des initiatives. En fait, les hommes déprimés, ils n'ont pas un problème dans l'acte sexuel. Ils ont l'initiative. Mais une fois ils sont allumés par leur partenaire, ils peuvent avoir un rapport sexuel avec les phases entières et un rapport satisfaisant. Donc, et absence d'érection matinale involontaire. Alors, aussi je vais parler aux autres médecins, à part les psychologues ou les psychiatres, une question très importante. Si un patient vous dit que j'ai perdu mes érections matinales involontaires, il faut penser à une cause organique. S'il vous dit j'ai de temps en temps des érections involontaires nocturnes, matinales, c'est psychologique.
À ce stade de la consultation, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Oui. Je vous donne raison. Oui. Un homme de 40 et quelques ans qui vous apporte absence d'érection matinale, il faut penser à une pathologie sous-jacente cardiovasculaire. La perte de la dysfonction érectile totale chez un homme, il est un facteur prédictif d'événements cardiovasculaires. Les artères péniennes chez l'homme mesurent entre 1 et 2 mm, alors que les coronaires mesurent entre 3 et 4 mm de diamètre. Donc, c'est un symptôme, une dysfonction érectile, c'est un symptôme sentinelle pour les maladies ou les événements cardiovasculaires. Donc, à ce stade, il faut demander des examens paracliniques. Je vais y arriver, mais l'exploration de l'imaginaire érotique. L'imaginaire érotique, c'est les fantasmes. Les hommes, en général, ils ont par jour, en moyenne, 7 à 10 fantasmes sexuels par jour. Alors que les femmes, ils en ont un seul, maximum 3, pour les champions. Alors, son imaginaire sexuel est très, très faible, inexistant depuis un an. Ça, c'est très, très alarmant pour un sexologue. Examen clinique complet, strictement normal, pas d'antécédents toxiques, ECG normal. Le bilan biologique, Dieu merci que ce monsieur a les moyens il m'a fait tous ces bilans. Testostérone, TSH, prolactine, cortisol, glycémie, HbA1c, bilan lipidique, hépatique, vitamine B12 et D. On peut s'attarder sur chacun, mais après, je vais pas m'attarder parce que chacun a un problème d'ordre sexuel. Il cache un problème d'ordre sexuel. Alors, les explorations psychiatriques. Antécédents familiaux. Sa mère et sa sœur, ils ont été suivis pour dépression. Sa sœur a fait une tentative de suicide ratée. Il n'a pas de facteur déclenchant une dépression. Pas de deuil, pas de problèmes financiers, pas de problèmes familiaux. Il a un sentiment de culpabilité. À ce moment-là, je me rappelle très bien qu'il a commencé à pleurer. Alors là, je me suis dit, je suis devant une dépression, c'est facile. Et se démasquer, ce monsieur. Il a des troubles de sommeil, insomnie fréquente. Alors, les hypothèses diagnostiques. Est-ce que c'est un trouble endocrinien? Ça a été écarté par le bilan hormonal. Est-ce que c'est un dysfonctionnement sexuel dû à une condition médicale générale? Écarté par l'examen et les bilans. Troubles de sommeil primaire, c'est des insomnies qui semblent secondaires. Trouble de l'humeur, je pense que c'était une dépression masquée par un trouble du désir sexuel. Alors, la conduite thérapeutique. À ce monsieur, j'ai donné un seul médicament, l'escitalopram, 10 mg, un comprimé à midi. On pourra discuter pourquoi j'ai choisi l'escitalopram et pas autre. Les conduites sexologiques. Alors ça, c'est l'affaire du sexologue, un développement de l'érotisation phallique, développement du désir coïtal, renforcement de l'excitation génitale, érotisation du corps féminin. L'évolution, une guérison totale après 6 semaines. Prescription du traitement pendant 6 mois et je ne l'ai pas revu depuis. Alors, qui sont les symptômes sexuels potentiellement liés à une dépression masquée? Sur cette courbe, alors en sexologie, c'est très facile. Cette courbe, il faut la voir dans la tête. C'est une courbe qui résume le schéma général du cycle sexuel d'un homme et d'une femme. En dehors des axes et des abscisses, il y a le désir qui précède le rapport sexuel. Et puis, ça commence chez l'homme, l'érection, c'est l'excitation, jusqu'à devenir plateau, l'érection maximale. Chez la femme, c'est la lubrification.
Et puis, une fois atteint le seuil orgastique, on va dépasser un seuil de non-retour où on ne peut plus arrêter ou onduler notre excitation. Dès qu'on entre, on éjacule, on est dans l'orgasme. Chez l'homme, c'est un orgasme de 8 secondes, intense par rapport à celui des femmes, alors que celui des femmes, la cloche, elle est un peu plus large et il peut avoir 2 à 3 cloches comme ça. Suivi d'une période de résolution où l'érection va disparaître pour partir dans la période réfractaire. Alors cette période réfractaire où on est inexcitable. Après un rapport, il y a une période où on est inexcitable. Mais plus on est jeune, cette période réfractaire est courte. Plus on est âgé, cette période réfractaire est longue. Il peut être d'une journée, 2, 3, 1 mois, 3 mois. Ça dépend de l'âge. Alors, cette courbe a été établie par ces 2 chercheurs américains, William Master, l'homme, le gynécologue, et son épouse Virginia Johnson, qui est psychologue. Travailler en sexologie en couple, c'est la meilleure des choses. Surtout si vous faites de la conjugopathie, ça veut dire vous traitez des couples. Alors, Master et Johnson, ce sont 2 figures emblématiques de la sexologie moderne. Ils ont fait une étude avant-gardiste. Ils ont observé dans leur laboratoire en direct plus de 4000 rapports sexuels, en direct, et plus de 10 000 orgasmes. Il faut voir leur livre, les détails qu'il y a, c'est incroyable. Ils mesurent... C'est incroyable. On n'a jamais fait une étude pareille parce que éthiquement c'est interdit maintenant d'observer, de ramener. Parfois ils ramènent des maris, des couples, des vrais couples, et parfois ils mettent ensemble un homme et une femme volontaires. Ils ont même inventé un appareil pour mesurer le taux de lubrification de la femme au cours de l'excitation. Mais ce couple, je veux passer un message très important, parce que ce couple a été exposé à la pornographie. Alors les scientifiques les appelaient les pornographes scientifiques, Virginia et Williams. Et on se moquait Virginia a dit, avant que le couple se dissout, ils se divorcent, ils finissent par se divorcer, parce qu'ils se sont exposés trop à la pornographie. Il a dit, depuis que Williams commence à étudier la sexualité, il ne s'intéresse plus au sexe. Et d'ici, je veux passer un message pour la gente masculine des jeunes étudiants. L'exposition à la pornographie est dangereuse. Parce que, comme a dit la grande philosophe italienne Michela Versano, il a écrit un livre très important à lire, c'est La pornographie ou l'épuisement du désir. Vous épuisez votre désir, vous n'allez servir à rien du tout après. Je pense que le message est passé. Les symptômes sexuels potentiellement liés à la dépression masquée, c'est la baisse de la libido, ça va de soi, soit une perte définitive du désir ou une indifférence à la stimulation. Il y a les troubles de l'excitation, c'est l'érection chez l'homme, c'est la lubrification chez la femme. Les troubles de l'orgasme, c'est une anorgasmie totale ou une diminution intense de l'intensité de l'orgasme. Les douleurs au cours des rapports. Alors il y a beaucoup de types de douleurs. Les femmes se plaignent de brûlures au cours de la pénétration, de brûlures vaginales. Ils te répètent, quand je ne peux pas. Ou c'est des douleurs utérines plus profondes ou des douleurs carrément du bas-ventre. Chez l'homme, c'est rare, mais quand même, ça a été rapporté dans la littérature des douleurs de leur verge.
les changements de comportement sexuel, les évitements des relations sexuelles, ce qui est normal, mais paradoxalement parfois, il y a des comportements sexuels compulsifs. On remarque chez des personnes une hypersexualité et une hypersensibilité qui essayent de camoufler son désarroi et sa détresse. Alors je passerai au deuxième cas clinique et je vais en finir. C'est Rqiya, mariée, et vous allez voir la difficulté, c'est une femme là, je suis très limité, mariée depuis 4 ans avec son cousin paternel, émigrée en Espagne depuis 3 ans, mère au foyer de 2 filles. Il consulte pour une anorgasmie totale primaire. Vous allez imaginer qu'il était marié à 18 ans, même pas. Alors, vie sexuelle et contexte familial. Le mari témoigne... Alors, dans cette consultation, c'est le mari et sa femme. C'est le mari qui parle. La femme, il ne dit aucun mot. Il ne prononce aucun mot. Il a un visage... La pauvre, elle est très belle. Il a un visage infantile. Il hausse la tête. C'est tout ce qu'il fait. Alors, c'est le mari qui dit tout. C'est une patiente à mimique pauvre, ne réagissant pas aux paroles de son mari, ne rétorque pas. Le mari se sent coupable de la manque de la réactivité. Est-ce que c'est moi? Je ne l'excite pas, il ne m'aime pas. L'examen clinique et investigation. Alors, ces examens cliniques, ils ont été faits en Espagne, et Dieu merci, je suis hispanophone, et j'ai pu lire le rapport, 10 ans et qui stipule à la fin qu'il y a un manque de maîtrise de la langue. Ça veut dire, même en Espagne, c'est le mari qui traduisait au médecin. L'aspect psychologique. Il prend bien soin de ses filles. Lors de la discussion, il est apparu que la patiente a grandi dans un environnement familial, les environnements d'Yalouchda très pauvres, et dans une famille très nombreuse. Il est parti s'asseoir sur les bancs de l'école pendant 2 années, aucune éducation sexuelle. Alors là, éducation sexuelle, c'est entre guillemets, je ne savais pas. En fait, première expérience sexuelle, il y a des questions très importantes à poser. Est-ce qu'il y a de l'inceste dans la famille? Est-ce que vous étiez victime d'un viol ou d'une agression sexuelle? Ça, c'est des questions qui restent sans réponse. Devant le mari, on ne va même pas penser à poser cette question. L'évaluation sexuelle, c'est une identité féminine, attachement affectif avec son mari, présence d'un désir sexuel avec anticipation mentale positive. Il aime les rapports sexuels, il aime être avec son mari, il aime rentrer dans l'intimité de son mari. Mais on va ici explorer le déroulement du rapport sexuel. Au début, il réagit positivement aux préliminaires, aux attouchements, aux paroles douces de son mari. Il sent une certaine volupté. Il commence à faire une lubrification. Rappelez-vous de la courbe. Alors, le plateau, il commence à il ne va pas finir. L'abandon, alors dans un rapport sexuel, il faut de l'abandon. Il faut que la femme s'abandonne à son mari. Elle, c'est très limité avec des sensations d'excitation et très peu de sensations d'excitation génitale sans jamais atteindre la décharge orgastique, plutôt une décharge émotionnelle négative, un malaise, des tétanies. Les symptômes psychologiques, il y a une tristesse de l'humeur, une diminution du plaisir presque sur toutes les activités, un ralentissement psychomoteur et absence d'idées suicidaires. Normalement, j'ai devant moi l'échelle d'Hamilton, l'échelle de Beck, mais je n'ai pas pu l'utiliser pour savoir le degré. Est-ce que c'est une dépression légère, moyenne ou sévère? Alors, le diagnostic retenu, c'est une dépression masquée par un trouble sexuel. La conduite à tenir et le traitement que j'ai donné chez cette patiente, c'est un antidépresseur qui n'a pas d'effet sur la sexualité. Il y en a au Maroc 2, c'est le Valdoxan et le Wilbutra.
à la posologie de 300 mg, un comprimé par jour pendant 3 mois. J'ai quand même donné des exercices sexologiques, le 107 focus. C'est quoi? C'est simple. Le couple commence à se toucher et le massé va guider le masseur. Là, je sens bien et on va travailler sur le point où il y a de l'excitation, où il y a du plaisir. Alors, il y a eu une amélioration totale. Personnellement, moi, j'étais étonné de cette amélioration. Mais, alors, en Espagne, il est reparti en Espagne. Le médicament, leur Wellbutrin s'appelle l'Elantril. Le médecin l'a mis sur 150. Il commençait à baisser. Mais ils sont revenus parce que les symptômes ont repris et j'ai prescrit du 300 au long cours. Et merci pour votre attention.